bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par Certitrust. Moi, je vais mettre un petit peu, on va dire, je vais faire une petite introduction par rapport à 37001. Après, je cède la parole à C. Omar pour donner beaucoup plus de détails sur quelques mécanismes à adopter pour lutter contre la corruption. Alors, quelques chiffres selon la Banque mondiale, plus de 100 milliards de pots de vin sont versés chaque année. Donc, chose qui fait qu'aujourd'hui, la corruption fragilise d'une manière très significative, on va dire, la stabilité politique. Il génère également une augmentation sérieuse des coûts pour les entreprises. Il favorise également l'accroissement de la pauvreté dans le sens où il y a ce déséquilibre en fait, qui est généré par la corruption et qui donne naissance à des points, à un déséquilibre, on va dire en termes d'équité. Alors, au niveau mondial, il représente un obstacle significatif également par rapport au commerce international. Alors que dans les entreprises ou les organismes en fait, qui souffrent de la corruption, il y a également des répercussions sur la motivation des employés. Alors, malgré le fait qu'il y a un arsenal juridique et légal qui est très étoffé dans ce sens, que ce soit à l'échelle mondiale, que ce soit, on va dire, à l'échelle du pays, et pourtant, on va dire, ce phénomène aujourd'hui ne fait qu'accroître. Alors, d'où la nécessité aujourd'hui de penser à s'inscrire dans une démarche anti-corruption en favorisant davantage, on va dire, le développement de la culture anti-corruption au niveau des organismes. D'où aujourd'hui, on va dire, la vocation de la 37001, qui est un acte, on va dire, c'est une norme qui a une vocation, on va dire, qui est beaucoup plus une norme volontaire, en fait, que les entreprises qui souhaitent, en fait, mettre en place une démarche anti-corruption pour réduire le risque. Hein. Si on n'arrive pas à l'éliminer, l'objectif est vraiment de réduire le risque de la corruption. La mise en place d'un système de management anti-corruption, généralement, elle vise à promouvoir, à l'instar des autres référentiels également, à promouvoir une culture anti-corruption, que ce soit à travers les actions de sensibilisation, à travers les chartes d'éthique, à travers le code de conduite, à travers plusieurs mécanismes. Omar peut développer davantage ces outils après. Donc, l'organisme doit mettre en œuvre les moyens de contrôle, de détection appropriés, permettant d'augmenter les chances de prévenir et de détecter. Donc, il y a les deux aspects, c'est qu'il faut prévenir la corruption. Là, on travaille en amont sur l'éducation, sur la formation, sur la sensibilisation, pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ce fléau. Et également, développer davantage les outils de détection à travers des mécanismes de contrôle, à travers des process, on va dire, de validation croisée, à travers des doubles signatures éventuellement, afin de réduire, on va dire, ce phénomène qui est la corruption. Alors, le système de management anti-corruption, donc, il consiste également, à l'instar des autres référentiels, donc il adopte également l'approche HLS, High Level Structure, donc d'avoir une politique anti-corruption qui doit permettre d'inclure, il faut qu'il inclue l'ensemble des engagements de la direction de l'organisme par rapport aux différents dispositifs pour lutter contre la corruption. Il faut également qu'il désigne une personne chargée de superviser la conformité à cette politique. Donc, ça peut être même ce qu'on appelle un compliance manager. La sélection et la formation des employés, l'évaluation des risques de corruption relatifs à certains projets ou partenaires commerciaux. Moi, je préconise généralement à ce que par rapport à cet aspect d'adopter, par rapport à cette évaluation de risque, de voir l'ensemble des processus qui sont définis au niveau de l'organisme et d'identifier quelles sont les différentes parties prenantes ou intéressées et de voir quels sont les risques de corruption associés à ces processus. Et par la suite, certains processus, ils peuvent s'avérer en tant que processus qui présente des risques d'anticorruption passive ou active
on va dire, que ce soit le passif beaucoup plus important que l'actif ou l'inverse, et que ça va être beaucoup plus des processus qui vont nécessiter plus on va dire, de verrouillage. Donc, c'est une évaluation de risque également qui va permettre également de pondérer les process les plus critiques par rapport aux autres. Okay. Donc, cette évaluation de risque également fait partie, on va dire, euh, des exigences de ce référentiel auquel on doit se conformer. Mais il faut que l'organisme développe, on va dire, sa propre méthodologie dans ce sens. Donc, la mise en œuvre également des moyens de contrôle financier, des moyens de contrôle, de maîtrise commerciaux et l'engagement de procédures de signalement, on va dire, de cas de fraude et d'enquête en cas d'incident. Bien sûr, l'objectif par rapport à tout ça, c'est de réduire le risque de corruption. On est dans cette logique. Alors, l'analyse de risque, donc la norme, elle a déjà, les bonnes pratiques en matière on va dire de lutte contre la corruption, ils ont identifié plusieurs risques et qui les ont regroupés en 5 ou 6 familles. Donc, il y a le risque pays. Vous avez des pays beaucoup plus corrompus que d'autres. Vous connaissez un petit peu le classement, on va dire, des pays qui sont avec l'indice de corruption. Les risques par rapport au secteur d'activité, vous avez des activités plus corrompues que d'autres. Certaines industries sont beaucoup plus exposées à la corruption que d'autres. Les risques qui sont liés aux transactions, les risques liés également aux opportunités d'affaires, aux projets, aux partenariats commerciaux ou autres. Et puis, derrière, il y a, bien sûr, une fois qu'on a identifié les risques, qu'on les a évalués, il faut qu'on puisse identifier ou déterminer les bonnes pratiques en matière de réduction de risque. Et là, il y a tout le travail qu'il faut faire. Et la norme, bien sûr, il a déjà exigé un certain nombre on va dire de dispositifs qui doivent être développés par l'entreprise, à savoir tout le volet formation, éducation, motivation, engagement des règles d'éthique, l'équité également. Donc, l'équité, c'est également un des aspects qui peut en fait favoriser, s'il y a le manque d'équité, il peut favoriser la corruption. S'il y a de l'équité, on va dire, et également, si l'entreprise est dans une logique, on va dire, responsabilité sociétale, on est beaucoup plus dans la prévention de la corruption. Okay. Et c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'être dans une logique de prévention plutôt que dans une logique de détection. Alors, il y a également, parmi les bonnes pratiques, on peut également penser à des dispositifs de contrôle indépendant, inopinés, les doubles vérifications, les doubles signatures, mener des enquêtes judiciaires pour servir comme mesure raisonnable qui ont été prises pour prévenir la corruption. Et voilà, donc globalement, la 37001, donc il reprend la HLS, donc il est tout nouveau les planifications avec la définition de la politique anticorruption, tout le volet mise à disposition des ressources, comment intégrer la responsabilité de l'autorité anticorruption au niveau des responsabilités autorités de chacun au sein de l'entreprise, quel système de formation et de sensibilisation qu'il faut asseoir pour hausser le niveau de conscience face à ce fléau et également communiquer, enquêter sur on va dire les corruptions. Et puis toute la partie, on va dire, mise en place d'un système de maîtrise opérationnelle donc, qui consiste on va dire, à mettre en place des procédures, à mettre en place des mécanismes de verrouillage. Voilà. Et puis, il y a tout le volet surveillance du système de management anti-corruption, donc, qui couvre aussi bien le volet audit interne, la revue de direction et toute la partie liée à la dynamique d'amélioration. Ça veut dire qu'en cas d'incident, il faut enclencher des enquêtes, il faut identifier les sources, on va dire, et les causes, parce que vous avez des causes qui peuvent être des causes directes, et vous avez également des causes indirectes qui peuvent être en fait à l'origine de ce phénomène. Voilà, globalement, j'ai donné un aperçu global sur
le système de management d'anticorruption et qui aujourd'hui, en termes de structure, répond également à la HLS. Et je donne la parole à C. Omar pour qu'il puisse encore donner plus de détails sur les bonnes pratiques, sur les types de risques. On va dire, il va un petit peu mettre en gras, on va dire, les éléments qu'il faut retenir à travers ce webinaire par rapport à un système de management anticorruption. Alors, à toi la parole, c'est Omar. Merci. Shukran, c'est Abdelrahim pour cette présentation introductive, mais aussi détaillée sur certains aspects, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le SMAC, le système de management anticorruption, le NIDAM, تدبير لمحاربة الرشوة. Moi, je vais tout d'abord juste peut-être aussi expliquer un peu quelques concepts. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'anticorruption. في العربية كندوي على الفساد وكندوي على الرشوة. On verra un peu la différence. Et moi, je pense que c'est très important d'abord de définir la corruption. Parce que très souvent, les gens, lorsqu'on leur parle de corruption, ils pensent à l'argent, ils pensent au pourboire, ils pensent en tout cas à utiliser un moyen donc pécunier pour obtenir un avantage autre. Alors, l'Agence française anticorruption, avant même la sortie de l'ISO 37001, avait donné une première définition donc de la corruption. Au Maroc, l'instance nationale de prévention et de lutte contre la corruption n'a pas encore tranché de données de définition officielle, mais dans la loi, parce que حنا المغرب كاين واحد اللبس في القانون ما بين الفساد وما بين الرشوة. La définition de la corruption qu'il faut retenir, c'est tout comportement, d'accord, qu'on va mettre en œuvre, d'accord, pour soit solliciter, soit accepter, soit recevoir des offres, des promesses, des dons pour accomplir ou ne pas accomplir un acte, c'est-à-dire faire un travail ou renoncer à faire un travail ou obtenir faveur ou un avantage particulier. Donc, je m'explique. Par exemple, vous êtes dans une entreprise et vous utilisez le poste dialogue pour favoriser quelqu'un de la famille, le recrutement ou l'avancement ou l'afhada, au sens de la 37001 aujourd'hui et au sens des définitions à l'international de la corruption, c'est un acte de corruption. Donc, le fait d'utiliser donc la position, c'est ce qu'on appelle aussi pour notamment les fonctionnaires publics le trafic d'influence. Le fait d'utiliser le pouvoir ou d'utiliser la position pour obtenir des avantages fait partie également de cette question de corruption. Et donc la corruption, comme tu as dit, Brahim, il y a la corruption active et bien sûr la corruption passive. Donc la corruption active, en fait, c'est l'acte de corrompre, c'est-à-dire celui qui initie l'acte de corruption. Donc, il est corrupteur actif et donc on appelle de la corruption active. Donc, il y a le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, الراشي والمرتشي والراشي الذي يمشي بينهما. فالراشي, c'est le corrupteur actif, donc c'est celui qui initie on va dire l'infraction, qui initie le comportement, et celui qui accepte de recevoir des rachwa, ou qui accepte de renoncer à faire son travail, ou de faire son travail pour réaliser une promesse ou pour permettre à quelqu'un d'avoir un intérêt particulier, ben c'est le corrupteur passif. Ou les deux, on a besoin des deux parce qu'on a un acte de corruption. Donc, il a quand l'intention de il y pense, mais il n'y a pas un vis-à-vis qui lui va accepter passivement et s'engager à faire le comportement, il n'y aura pas de corruption. Donc, les deux parties sont très importantes. Et d'ailleurs, les nuances sont très importantes parce que l'entreprise, lorsqu'on va arriver à la partie maîtriser les risques, comme tu as dit tout à l'heure, les contrôles, c'est très important aussi de considérer les deux parties. D'ailleurs, même dans la loi, le juge, des fois, il peut être différent. Hein, le corrupteur passif ou le corrupteur actif. Et donc voilà, donc c'est très important d'abord cette première définition. La corruption, donc le passif, comme j'ai dit, c'est de solliciter, de recevoir cet avantage. Les avantages, ils peuvent être indus. La corruption, bien sûr, il peut être direct, il peut être indirect. Au sens purement juridique, la corruption, même s'il n'aboutit pas, c'est un acte de corruption. C'est-à-dire si quelqu'un vient et il essaie de donner de l'argent ou il essaie de
d'utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, un pouvoir ou un intérêt pour obtenir une promesse ou autre, même s'il n'est pas abouti, ben c'est du moment qu'il est initié vis-à-vis de la loi, c'est un acte de corruption. Et bien évidemment, s'il y a une troisième personne ou une quatrième personne, l'IA, il est dans le circuit, etc., et il va taire un peu ce qui se passe, ben, il va être aussi dans une situation de complicité. Hein. Donc, on peut avoir différents acteurs avec différents rôles dans un acte de corruption. Alors, tout à l'heure, tu as parlé du secteur privé, du secteur public. Dans le secteur public, comme vous le savez, la loi elle encadre beaucoup de sujets. Il y a de lourdes sanctions pour les fonctionnaires publics, même au Maroc, donc qui vont être impliqués dans des scandales de corruption. Vous avez vu les jugements d'il y a les 2-3 dernières années. Les peines qui sont prononcées sont très, très lourdes. La dernière en date, c'est le président de la commune de Sidi Ibrahim, la région de Marrakech, qui a sollicité 110 000 dirhams un entrepreneur éméreux résident à l'étranger. Ben, il a écopé de plus de 6 ans de réclusion. Donc, il y a des peines de 6, 10 ans, 15 ans. Donc, la justice, aujourd'hui, il devient très, très répressive sur ces actes de corruption, et tant mieux. Hein. Donc, le secteur privé, bien évidemment, c'est dans le cadre de relations commerciales, dans le cadre de relations d'affaires. C'est moins suivi, en tout cas, on va dire, par le législateur, etc. Donc, il n'y a pas de Cour des comptes, etc. Donc, lorsque une des parties va dénoncer avec la partie l'autre, on va déclencher une action en justice, etc. Et donc, voilà, donc c'est très important des concepts à retenir. Alors, le trafic d'influence maintenant, lorsqu'on parle d'un fonctionnaire public, donc quelqu'un qui a un agent public qui a une influence pour obtenir un marché ou là, pour faciliter le paiement, ou là, que ce soit à travers un intermédiaire, que ce soit à travers un consultant qui va jouer l'intermédiaire, que ce soit directement avec un fonctionnaire donné, ben, aussi, le trafic d'influence, ben, en tout cas, la législation française et aussi la législation marocaine, il y a des traitements aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, notamment pour les fonctionnaires publics qui sont spécifiques, ce qu'on appelle des fonctionnaires publics. Alors, le trafic d'influence et la corruption, ça donne un peu l'équivalent de ce qu'on appelle le façade. Donc, le choix, ce n'est qu'un élément, ce n'est qu'une composante de le façade. Le façade, c'est beaucoup plus général que le choix. Donc, on verra aussi que lorsque vous mettez en place une démarche anticorruption, il faut faire très attention aussi les managers, les personnes en tout cas au niveau d'entreprise qui sont exposées, ce qu'on appelle les personnes publiquement exposées, les PPE, donc les personnes par exemple qui traitent à l'administration, les personnes qui sont en relation directement avec les agents de l'autorité, etc. Ils peuvent subir des pressions, hein, des pays qui sont très corrompus. Et ces personnes-là, il faut les identifier. Avec les fonctions, il faut les identifier. Il faut bien définir le niveau de risque, etc., pour définir les moyens de maîtrise. Donc ça, on va le voir aussi, c'est très important. Donc, aujourd'hui, la corruption, comme tu as dit tout à l'heure, hein, il existe à l'international, les appels d'offres, les grands marchés, au niveau de la politique, il existe au niveau national, il existe au niveau de certains secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus corrompus que d'autres. Le Maroc, malheureusement, il n'est pas bien classé en termes d'indice de perception de la corruption. Donc, le meilleur indice aujourd'hui qui est utilisé, c'est celui de Transparency International, donc de Transparency International, donc l'indice de perception de la corruption. Ben, le Maroc, il est dans la zone entre 40 et 50, sachant que plus l'indice est bas, plus le pays, la perception. Alors, ce n'est pas un indice de corruption, hein, c'est l'indice de perception. C'est-à-dire, Transparency, il va faire une enquête. Au cas de Goulines, est-ce que vous pensez, voilà, est-ce que vous êtes exposé d'abord à la corruption? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de corruption, etc. Donc, c'est plus un indice de perception qu'un indice qui mesure, c'est pas un indice représentatif des infractions ou là, en tout cas, des délits de corruption qui ont été recensés au niveau d'un pays. Alors, le Maroc, juste pour votre information, enfin, le classement à 2020, malheureusement, il a régressé de 6 positions. Donc, on était, je pense, on était 82, on est à 88, sachant que la première position, c'est les moins corrompus. Le pays le moins corrompu au monde aujourd'hui, c'est le Danemark. C'est ce que vous avez dans la slide d'après. Donc, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, Singapour. Les plus corrompus, c'est le Soudan, la Somalie, la Syrie, le Yémen, le Venezuela, etc. Et puis, le Maroc, il est quelque part ici au milieu. Voilà, il est à la position 80, à la position en fait 86. Donc, avec un indice de 40.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, plus l'indice est bas, ça veut dire que la perception de la corruption est très importante. Et plus l'indice est haut, plus la perception elle est moindre. Donc, l'échelle est inversée. Et vous voyez qu'un pays comme la Tunisie, il est quand même il est à 69e position. Donc, en 2020, la perception de la corruption, par exemple, en Tunisie, qui est proche maintenant, il était meilleur. En fait, on est toujours, malgré qu'il est meilleur, on est toujours la partie orange. Hein. Donc, on est à l'extrémité de l'orange. Pratiquement, on passe un peu vers l'orange foncé. Et puis, la Tunisie, il est l'orange. Donc, c'est juste, il faut savoir que lorsque on met en place un SMAC, ou lorsque même on audite un SMAC, à de l'échelle, par exemple, on en tient beaucoup compte. Hein, c'est très important. D'ailleurs, il y a même des organismes certificateurs qui refusent de certifier des systèmes management anti-corruption dans les pays, par exemple, qui sont rouges. Les pays, les trois dernières colonnes, ils ne vont jamais vouloir certifier parce que ça ne va pas être crédible et ça va être difficile. Alors, si vous vous posez la question, à chaque les secteurs où la corruption est plus développée, vous avez un exemple ici d'une étude qui a été faite par l'OCDE entre 1999 et 2014, donc sur 15 ans. Vous voyez quand même que le secteur minier, au niveau international, hein, le secteur minier, c'est le secteur où les gens sont le plus exposés à la corruption. Pourquoi? Parce que le secteur minier, notamment dans les pays du Sud, on est en relation directe avec les autorités pour obtenir les permis, on est en relation directe avec les communautés. Donc, c'est un secteur qui est très exposé. Après, il est suivi par le secteur de la construction. Au Maroc, c'est connu aussi. C'est un secteur qui est malheureusement très exposé. Le secteur de la logistique du transport, donc tout ce qui est lié aussi à la douane, etc., c'est très exposé. Et puis après, il y a le secteur quand même, ce qui est étonnant, c'est celui qui vient juste après, c'est la communication et l'information. Donc tout ce qui est lié aussi les médias, tout ce qui est lié le métier de journalisme, etc. Et puis il y a la santé après. Hein. Donc le Maghreb aussi, c'est les secteurs qui sont au Maroc. Alors bien sûr, il n'y a pas une industrie extractive de pétrole qui est très développée, et même minière qui est très développée. Donc les quatre ou les cinq, les quatre premiers, ils sont aussi pertinents le Maghreb. Au Maroc aujourd'hui, ce qu'on ressent, les secteurs les plus exposés sont le secteur de la construction, la logistique, transport, l'information, communication, les entreprises de production en général et puis la santé. Et puis après, le secteur public, bien évidemment, il vient après. Donc, voilà, donc il y a des règles. Bon, je ne vais pas m'étaler sur toutes ces règles-là. Vous savez qu'il y a une convention des Nations Unies contre la corruption. Et donc, voilà, cette convention, elle est ratifiée par un certain nombre de pays. Et donc, on ne pourra jamais mettre en place un dispositif au niveau national. Alors, au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, le choix ou le façade, en fonction de l'interprétation d'un article à l'autre du code pénal, il est puni d'un certain nombre de peines d'emprisonnement et d'amende. On a aussi, la notion de personne morale aussi, qui peut être jugée, qui peut être sanctionnée. Ça commence au Maroc aussi. Alors, ce n'est pas encore le cas comme en France où c'est très clair. Hein. Donc, on peut avoir une personne physique qui peut être donc jugée coupable, sanctionnée, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi avoir une personne morale, donc elle va plutôt être va être condamnée à payer des amendes. Donc, c'est ça la sanction pénale à laquelle il va être jugé. Et puis, vous savez qu'au Maroc, l'instance centrale, qui travaillait sur la corruption, le statut d'elle a été revu suite à la demande des militants, suite à la demande aussi d'un certain nombre de parties prenantes. Et au début, on ne voulait pas mettre le mot lutte contre la corruption, parce que lutte contre la corruption, automatiquement, on suppose qu'il y a de la corruption, donc il faut lutter contre la corruption. Donc, PLC, c'était plutôt la prévention contre la corruption. D'abord, la lutte contre la corruption. Et donc, il a aussi, dans les nouveaux statuts d'Yaoula, il a aussi un pouvoir d'autosaisine. C'est-à-dire, si jamais il reçoit des informations que dans une entreprise, que dans un secteur, il y a des pratiques de corruption, il peut elle-même déclencher des enquêtes et il peut par la suite aussi saisir le procureur s'il y a des preuves qui sont avérées de cas de corruption. C'est le cas un peu en France de l'AFA. Hein. L'équivalent de l'INPLC en France, c'est l'AFA. L'AFA, aujourd'hui, l'Agence française anticorruption, des fois, il débarque au niveau de certaines entreprises, il fait des perquisitions, il va aller voir des documents, il va aller voir des ordinateurs, il va saisir des ordinateurs, il va saisir des données. Donc, il a le pouvoir de police, ce pouvoir de police pour pouvoir déclencher des enquêtes. Alors, l'INPLC, avec les nouveaux textes, il va être aussi capable de faire ça. Donc, j'espère que tout ça va pousser un peu les entreprises
à agir différemment. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, là, l'ISO 37001, il y a des entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle des codes de conduite, des chartes éthiques, qui définissent un certain nombre de comportements, des points de vigilance aussi vis-à-vis des prestataires, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de ce qu'on appelle les partenaires commerciaux. On va aller voir la notion de partenaire commercial, que ce soit un client, un fournisseur, etc., un intermédiaire. Voilà, donc il y a cette pratique qui existe avant. Il y a aussi la pratique d'analyse de risque. Donc, dans pas mal d'entreprises, on a une démarche selon l'ISO 37001 de façon complète. Et bien avant la sortie de l'ISO 37001, ils ont des démarches de risque opérationnel. Ils incluent la démarche une approche de prévention de la corruption basée sur les risques. Donc, c'est quelque chose qui existe. Ça peut être spécifique à certaines zones, ça peut être spécifique à certaines activités de l'entreprise, comme ça peut être très général. Et c'est très développé au niveau de les multinationales, au niveau des groupes qui travaillent un peu dans différents pays. Donc, c'est quelque chose qui existe même avant la 37001. Je rappelle que la 37001, la version actuelle, c'est la version de 2016. Donc, Kharjat vers la fin de 2016. Donc, c'est la version qui est en cours. Et voilà, donc la cartographie des risques, on peut avoir ce type de checklist où, comme tu as dit tout à l'heure, on peut avoir un risque pays, un risque secteur, un risque partenaires commerciaux, un risque lié à l'activité, risque lié aux modalités de paiement, notamment les fournisseurs, etc. Par exemple, une entreprise des 80 Balkash, parce qu'ils travaillent à l'informel, automatiquement, il y a un risque de corruption élevé. Et donc, il faut mettre en place des règles pour tout ce qui est argent liquide, pour tout ce qui est caisse, pour tout ce qui est versement de la banque. Donc, il faut renforcer les contrôles, etc. Et donc, vous voyez que toutes les entreprises où il y a une manipulation de cash, les banques d'ailleurs en premier, le contrôle interne est très, très renforcé, etc. Parce qu'il y a un risque très important d'actes de corruption. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toujours garder à l'esprit que la corruption, sa définition est très large. Ce n'est pas le fait de donner l'argent à quelqu'un pour avoir un avantage. Le fait aussi d'utiliser sa position pour aller mettre la main dans la caisse et prendre de l'argent, c'est du vol, etc. Mais quelque part, il peut être assimilé aussi à un acte de fraude et à un acte de corruption. Et très souvent, s'il y a une complicité aussi, etc., donc ça peut être aussi géré dans le cadre d'Alain Smack. Voilà donc l'analyse des risques, etc. Alors, les parties prenantes, la notion de partie prenante, qui est les autres 37001, il y a deux notions. Il y a la notion de partie prenante, il y a la notion de partenaires commerciaux. Donc, les partenaires commerciaux, c'est ceux qui interviennent au niveau de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, les fournisseurs, les distributeurs, les représentants, les partenaires de tout genre, etc. Ça peut être aussi les actionnaires, ça peut être aussi voilà. Et puis, vous avez au-delà des partenaires commerciaux, vous avez aussi d'autres tierces parties. On va les appeler tierces parties, on va les appeler des parties prenantes, qui elles vont avoir aussi des attentes, vont avoir aussi des exigences et qui vont influencer le système de management anti-corruption. Donc, c'est très important de faire l'analyse du contexte pour identifier les parties intéressées, les parties intéressées, identifier les partenaires commerciaux, en termes de maîtrise opérationnelle, pour les parties intéressées, ce qui est demandé dans la norme, c'est d'identifier les attentes d'Yelhom et les exigences d'Yelhom et de mettre en place des actions pour répondre aux exigences et évaluer. Par contre, pour les partenaires commerciaux, il faut les inclure au niveau du chapitre 8, la maîtrise opérationnelle. Donc, le personnel d'Yelhom, donc c'est des gens, il faut mettre en place des contrôles financiers, des contrôles non financiers, etc., pour éviter qu'ils soient générateurs ou amplificateurs, en tout cas d'axes de corruption de l'organisation. Donc, lorsque vous identifiez les parties prenantes, la recommandation qu'il faut faire très souvent, c'est qu'il faut considérer plusieurs critères. Donc, l'actionnariat, le risque payé, comme a dit Abdelrahim tout à l'heure, le secteur, voilà, les relations des parties, ce que je disais tout à l'heure, les personnes politiquement exposées, donc les gens qui interagissent avec les agents publics, avec les agents, avec l'autorité, avec les collectivités, avec les élus, très important. La devise de paiement, c'est très important en termes d'analyse de risque. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des transactions en dollars, aujourd'hui, dès que vous faites une transaction en dollars, on fait un acte frauduleux. Si vous passez par le territoire américain, vous pouvez être arrêté et vous pouvez être aussi questionné par les services de sécurité, les services de police américains.
Donc, faire attention à ça aussi. Les comptes bancaires. Alors, il y a aussi tout ce qui est aujourd'hui aussi sécurité financière, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, etc. N'oubliez pas que ça aussi est très souvent lié aussi à des actes de corruption. Ce qui s'est passé pour le groupe cimentier, je ne vais pas citer le nom, hein, le groupe cimentier qui a eu des problèmes en Syrie, qui s'est retrouvé sans le vouloir en train de financer indirectement le terrorisme de la Syrie. Il l'a fait pour faciliter les activités dialogue, etc. Et pour pouvoir continuer à opérer et continuer à faire tourner les usines dialogue, mais sans le vouloir. Et il s'est retrouvé à la fois au financement du terrorisme, mais aussi il s'est retrouvé dans la corruption, parce qu'il a intéressé avec les groupes terroristes pour le laisser opérer, etc. Donc, c'est très important d'identifier des éléments à deux pour dire qu'est-ce qu'on met dans notre analyse. C'est très important, parce que si on oublie un partenaire commercial qui peut être source de risque, on va dire, de risque critique ou de risque en tout cas non acceptable pour l'entreprise, du coup, on ne va pas prévoir de critères de maîtrise opérationnelle, donc les fameux contrôles financiers, contrôles non financiers et tout ce qui est surveillance, etc., dont parlait Abdelrahim tout à l'heure, et on va se retrouver avec un risque de corruption qui n'est pas maîtrisé. Donc, on peut avoir des espèces de checklists, hein, on va mettre tous ces critères, et par exemple, il a analysé les postes. Maintenant, un directeur commercial, on va avoir une checklist avec les critères. Est-ce qu'il a des relations avec des agents publics? Est-ce qu'il a des relations, les décisions qu'il prend, etc., avec des distributeurs, etc. Est-ce qu'il y a un risque qu'il soit intéressé par un distributeur, etc. Est-ce que la zone où il gère les équipes de vente, etc., est-ce que c'est une zone où on sait qu'il y a des pratiques au niveau du secteur, là, au niveau de la profession, on sait qu'il y a aujourd'hui, où il y a eu des cas de corruption, etc. etc. Et donc, on va tenir compte un peu de tout ça et on va faire des outils d'analyse de risque pour vraiment cartographier les risques au niveau de l'entreprise en général, mais aussi cartographier les postes. Hein, parce que les postes, ils ne vont pas avoir le même niveau d'exposition en matière de risque de corruption. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments que vous allez mettre en place, mais sachez que la 37001, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas inventé les pratiques anticorruption, il est venu juste proposer le cadre, donc la structure HLS dont parlait Abdelrahim tout à l'heure, donc le système, de proposer le système, la structure HLS, où on va mettre tout ce qui existait déjà avant, hein, donc les règles de code de conduite, l'approche, l'évaluation des risques, etc. Regarde les sujets qui n'existaient même pas de par la réglementation dans un certain nombre de pays pour pouvoir le gérer de façon systémique. D'accord? Donc, avec une approche PDCA, avec une approche aussi, on peut mesurer l'amélioration, on peut progresser, etc. Et donc, la 2016, il est totalement aligné avec les normes 9001, 14001, 10 chapitres, de 1 jusqu'à 10, avec les chapitres 4 à 10 qui comprennent les exigences, avec une très belle annexe A à lire, très importante avec l'annexe A. D'ailleurs, même les autres normes, très souvent on oublie de lire l'annexe A, que ce soit FLA 14001, etc. Je vous rappelle que dans les nouvelles versions de la norme, l'annexe A vous permet de mieux comprendre les exigences des autres paragraphes. Donc, n'hésitez pas à aller la lire parce qu'il explique les exigences qui ne sont pas très claires. Alors, peut-être cette slide elle est très intéressante à garder à l'esprit parce que dans cette slide, vous avez le résumé de la norme. Donc, à la différence de la 9001, la 14001, la 45001, etc., la 50001, l'analyse des risques, chapitre 6, la 37001, l'analyse des risques, qui est chapitre 4. D'accord? Donc, chapitre 4, on a la partie contexte, hein, donc contexte interne, contexte externe. Vous avez aussi toute la partie organisation de l'entreprise, responsabilité, qui fait quoi, qui décide de quoi, parce que c'est un élément très important en matière de management anticorruption. Vous avez l'évaluation des risques, vous avez les plans d'action, vous avez aussi par la suite, hein, lorsqu'on va passer le chapitre 7, toute la partie ressources. Donc, les compétences, vous avez aussi tout ce qui est information documentée, tout ce qui est gestion des données, que ce soit papier ou format électronique, etc. Donc, toute cette partie planification, que ce soit planification du système selon l'approche processus, avec cette analyse de risque, que ce soit la planification des ressources, etc. Donc, tout ça, on va le retrouver le chapeau de la planification. Après, le chapeau de la mise en œuvre, donc toutes les actions face au risque, toutes les actions aussi pour maîtriser les risques propres, la corruption, tout ce qui est action pour atteindre aussi les objectifs
puisqu'il y a une politique anticorruption déclinée en objectifs, donc il faut mettre des actions pour atteindre les objectifs, que ce soit ce qu'on appelle les due diligence, donc le fait de faire des vérifications pour avoir l'assurance raisonnable que tel partenaire commercial, on verrouille bien le risque de corruption, etc. Le fait de s'assurer qu'au niveau de tel poste très exposé en matière de corruption, on a mis les contrôles nécessaires pour avoir l'assurance raisonnable que le risque anticorruption va être maîtrisé. Et donc le déploiement des contrôles, et bien sûr avec le paragraphe spécifique de tout ce qui est cadeau, très important, donc pour tout ce qui est politique cadeau, c'est très important, plus tout ce qui est signalement et tout ce qui est remontée d'informations sur des cas de corruption potentielle ou avérée, et l'enquête qui va suivre, qui va être déclenchée pour vérifier la véracité de ces informations, tout ça forme le dos, donc forme la mise en œuvre, donc vraiment la partie déploiement, et après la partie check ou la partie acte, c'est comme les autres normes, donc mesure, surveillance et analyse, évaluation, donc de la performance, donc avec des mécanismes, avec les indicateurs, avec l'audit interne, avec la revue de direction, avec l'examen de situations qui sont remontées, de situations de suspicion, de situations où il y a un doute sur les comportements des personnes. Donc tout ça, on va le retrouver. D'ailleurs, c'est la fonction conformité qui pilote l'examen de situations particulières. Donc tout ça, on va le retrouver flux 9 et bien évidemment l'amélioration, la partie 10. Donc voilà, donc très important, il faut suivre le cheminement les autres normes, donc on peut intégrer. Il faut bien définir aussi le domaine d'application sur la base de cette analyse de risque qu'on va définir, et qu'on va faire, et dire où est-ce qu'on va déployer notre SMAC. Est-ce qu'on le déploie au niveau d'il y a juste une ville, une région, ou là au niveau du pays? Lorsqu'on est un groupe international, est-ce qu'on déploie dans tous les pays, ou là on limite géographiquement le domaine de déploiement? Alors, il n'y a pas que la partie géographique, il y a aussi, il faut faire très attention les délimitations le système en termes de relations avec les partenaires commerciaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un partenaire commercial que vous avez oublié, vous n'avez pas identifié, ou Makench géré dans le cadre du SMAC, du coup, il est en dehors du domaine d'application. Et probablement, il présente un risque supérieur à d'autres partenaires commerciaux qui sont dans le domaine d'application. Donc, ce travail de scoping, il faut le faire avec beaucoup de soins. Et bien sûr, il faut le faire une fois que vous avez bien analysé votre contexte. Donc, dans le contexte, vous allez avoir des enjeux internes et externes qui peuvent présenter des risques ou des opportunités, le management anticorruption. Vous avez les parties intéressées aussi, parce que les parties intéressées, les parties intéressées, on identifie les partenaires commerciaux. Donc, ce travail aussi de définition des parties intéressées et de leurs attentes va nous permettre de définir dans le cadre du SMAC. Donc, ce n'est qu'une fois on a fait ça qu'on peut décider à le domaine d'application. Et bien sûr, le SMAC en lui-même, il faut le structurer. Pour structurer le SMAC, comme a dit Abdrahim tout à l'heure, c'est l'approche processus. D'ailleurs, même pour faire l'analyse de déploiement, etc., il faut se baser sur l'approche processus. Et puis, l'évaluation des risques de corruption. Donc, il faut une méthodologie. Alors, il faut s'appuyer sur les référentiels et sur les bonnes pratiques internationales. Si vous prenez aujourd'hui l'AFA, l'Agence française d'anticorruption, a développé une méthodologie d'analyse des risques. Donc, il est disponible avec la méthodologie, vous pouvez s'appuyer dessus, vous pouvez l'adapter le contexte même au Maroc pour pouvoir faire l'analyse des risques. Dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, il y a des méthodologies qui sont proposées. Et même si vous n'avez pas de méthodologie, vous vous basez sur la 31 000, donc une démarche d'analyse de risque avec les étapes classiques de l'analyse des risques. Et donc, l'analyse des risques va vous permettre de l'évaluer, parce que l'analyse des risques est une chose et l'évaluation des risques est une autre chose. Donc, une fois on va évaluer les niveaux de risque, les niveaux acceptables, ce qu'on va gérer, ce qu'on ne va pas gérer, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va décider les actions. D'accord ? Et donc, il faut vraiment tenir compte d'un certain nombre de paramètres, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'organisation, les procédures, si vous êtes à l'international, d'un pays à l'autre, les critères d'évaluation des risques, ils vont changer. Vous avez aussi des lois qui sont spécifiques, il faut faire très attention. Si vous êtes soumis l'UKBA, United Kingdom Bribery Act, Anti-Bribery Act par exemple, il y a beaucoup de règles très spécifiques sur la loi britannique sur anticorruption, il faut les appliquer. Si vous avez une filiale en Angleterre ou là dans un pays du Commonwealth, vous êtes obligé d'appliquer dans le détail cette réglementation et qui vous donne aussi de façon précise aussi les points de repère en termes d'évaluation des risques aussi.
Alors, l'AFA, je disais tout à l'heure, l'AFA, il propose une méthode en 6 étapes pour analyser les risques. Donc, quand on la SST, quand on l'analyse fonctionnelle, la corruption, en fait, le fil conducteur, c'est les postes, c'est les rôles de l'organisation d'Yana, d'accord, quand identifier le scope que nous avons, les partenaires commerciaux, et après, quand de les rôles dans l'entreprise. Direction commerciale, direction comptabilité, administrative financière, direction production, marketing, la stratégie, etc., les achats. Et quand je donne les rôles, et on fait un découpage, et pour chaque rôle, on va regarder l'exposition. Et après, on va essayer de voir chaque mois les types de risques qui existent. Comme j'ai dit tout à l'heure, la corruption, ce n'est pas uniquement recevoir un dessous de table pour faire telle ou telle chose. Donc, il faut considérer les différents types de risques qui peuvent se présenter. Donc, il y a dans la méthodologie, il y a une proposition de nomenclature un peu de risques qui peuvent exister. Et puis, vous allez définir, alors, les risques, en fait, avant de les évaluer, donc c'est ça l'analyse des risques, les risques, avant qu'ils deviennent des risques, en fait, c'est des menaces. D'accord? Et ces menaces-là, ils vont guetter l'organisation en termes de corruption. Ils ne vont se transformer en risque avéré, etc., que s'il y a une vulnérabilité. D'accord? La vulnérabilité, il faut l'évaluer aussi. Donc, les facteurs qui vont faire que ta vulnérabilité va être très forte, va être faible. Et en fonction de la vulnérabilité aussi, on va décider sur les conséquences du risque si elle est avérée. On va voir aussi l'occurrence ou la fréquence d'occurrence ou l'occurrence ou la probabilité de survenance du risque. Et puis, on va définir le risque brut et on va définir les actions de maîtrise qui existent et les actions de maîtrise qui existent, on va définir le risque net. Donc, et c'est le risque net, lorsqu'il va dépasser un niveau qui n'est pas acceptable, la partie jaune, on va mettre des actions pour encore le réduire, la partie jaune ou la partie verte, pour qu'il soit maîtrisé. Ouais, donc les plans d'action, il faut qu'ils soient intégrés dans les process, qu'ils deviennent des actions une fois pour toutes, qu'ils soient consacrés dans les procédures, qu'ils soient consacrés dans les façons de faire, un peu qu'ils soient écrites un peu dans le marbre, ça devient la pratique quotidienne. Donc c'est la formalisation et l'actualisation des procédures, l'actualisation aussi des différents flux d'informations, l'actualisation des contrôles qui se font, etc. Et puis, ce qui est important, c'est dans les risques, moi j'insiste beaucoup sur ça, n'oubliez jamais qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension probabilité, occurrence, il y a beaucoup plus de la prévention. On a la dimension gravité, conséquence, la protection. Donc, on peut pas, le risque zéro n'existe pas. Même si en termes de corruption, on doit avoir clairement dans la politique, alors j'ai oublié de parler de ça, dans la politique anticorruption, il faut qu'on ait un engagement sur zéro tolérance. La sécurité, zéro accident. Donc, c'est zéro tolérance en matière de corruption. Après, le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Donc, on va faire un maximum de prévention. Attention de ne pas trop faire de prévention, l'organisation difficile à gérer, sclérosée, etc. Donc, il faut rester quand même agile, tout en étant rigoureux, etc., au niveau des contrôles d'IANA. Ou alors, des fois, ça peut se produire. Alors, lorsque ça se produit, il faut qu'on limite les conséquences. Les conséquences pour la réputation, les conséquences pour la confiance avec les acteurs, les conséquences pécuniaires, parce qu'il faut se défendre aussi, surtout si l'affaire est portée devant des juridictions et que l'entreprise peut être inquiétée ou en tout cas peut être sanctionnée. Alors après, les autres normes, donc le leadership et l'engagement, très important, l'anticorruption aussi, la politique anticorruption, les rôles et responsabilités, il faut les définir. Et comme a dit Abdelrahim tout à l'heure, les rôles et responsabilités, il y a une fonction. Donc, c'est la fonction conformité anticorruption. Alors, ce n'est pas la fonction conformité tout court. Il y a le compliance officer qui s'occupe de la conformité en général. Au le programme de conformité, il y a le sujet de l'anticorruption. D'accord? Comme il y a d'autres sujets. Tout à l'heure, j'ai parlé de la sécurité financière, par exemple, les organismes financiers. Il y a aussi la conformité légale, réglementaire en termes de business, le métier, etc. Donc, il y a le compliance officer lui-même, il met la casquette de l'anticorruption. Il y a une autre personne, l'équipe Diallo, ou une autre personne carrément séparée, qui, elle, va s'occuper de la conformité anticorruption. Et donc, il a un rôle très, très important, cette fonction.
puisque dans la 37001, cette fonction, sur le plan opérationnel, fait le travail de la direction générale quelque part. Donc, il a vraiment beaucoup de latitude en lien avec les organes de gouvernance dans l'entreprise. Et donc, c'est un poste à créer, c'est aussi des compétences bien précises qu'il faut rechercher pour avoir justement une fonction qui soit efficace à ce niveau-là. Alors, la politique anticorruption, comme j'ai dit tout à l'heure, comme toutes les politiques, donc il faut qu'il soit aligné à la mission, tout ce que vous voulez, etc. Tu fait à la tolérance zéro, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis il faudrait qu'il encourage les gens à signaler, à remonter, et lorsqu'il y a des situations donc, anticorruption. Donc la fonction anticonformité, voilà ce qu'il fait. Donc la norme, la petite fiche de poste de la fonction. Donc d'abord, c'est elle qui met en place et qui supervise le SMAC. D'accord? C'est ça le premier rôle d'IALA. Deuxième chose, c'est elle qui conseille, qui explique le personnel, les directives, etc. Donc qui sensibilise, qui explique et qui aussi assiste le personnel dans le déploiement des procédures. C'est elle qui assure la conformité du système. Donc il va évaluer, il va aussi agir lorsqu'il y a une déviation. Et puis c'est elle qui va remonter, qui va reporter la performance donc, du SMAC. Et selon la complicité, la fonction, ce n'est pas nécessairement une seule personne. Enfin, un grand groupe, la fonction fait c'est une équipe, d'accord. Et bien sûr, il faudrait avoir que cette équipe ait vraiment l'indépendance nécessaire pour qu'il puisse agir sans problème. Et donc, il faut qu'il soit indépendant même vis-à-vis de l'SMITO, de management, de la direction générale. D'ailleurs, des fois, même si dans l'organigramme, il dépend des organes de direction, des fois, il y a des liens directement à un comité, notamment les sociétés anonymes, un comité ou un organe de gouvernance, l'effet des administrateurs indépendants et qui peut, voilà, il ne va pas court-circuiter la direction générale. Ou alors, des fois, pour des besoins d'indépendance, il peut avoir des liens avec un organe de gouvernance qui est au-dessus de la direction exécutive ou là de la direction générale de l'entreprise. Alors, 9001, 14001, lorsque vous allez évaluer les risques face aux enjeux qu'on a identifiés au niveau du contexte, il faut mettre des actions. Et lorsque vous allez définir des objectifs, il faut mettre aussi des actions pour atteindre des objectifs. Donc ici, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc c'est la même chose que les autres référentiels. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous analysez les risques, vous définissez des actions de maîtrise, faites attention, il faut toujours que les contrôles que vous allez mettre en place et les critères de maîtrise opérationnelle en tout cas, il faut qu'ils soient raisonnables et proportionnels. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable et proportionnel? Raisonnable, ça veut dire qu'il faut avoir une assurance raisonnable. Le risque zéro n'existe pas. Donc, si on a confiance, l'assurance raisonnable, on arrive à un niveau d'assurance suffisant, on va au-delà. Et deuxième chose, proportionnel. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? C'est-à-dire proportionnel le risque. Le risque, on va mettre des critères très, très draconiens et on va mettre des contrôles qui sont très sévères. Et lequel le risque moyen ou là, le risque il est moins important, on va mettre des contrôles aussi, des critères de contrôle qui sont proportionnels. C'est très important parce qu'il ne faut pas que, des fois, lorsqu'on renforce trop le contrôle, il devient inefficace. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut se produire. Alors, après, les ressources, c'est des choses que vous connaissez. Donc, que ce soit les compétences à sensibilisation, la formation. Ce qui est important, c'est que la formation, les postes exposés, donc ils sont hautement exposés, ou moyennement et hautement exposés en matière de corruption, et surtout les business partners qui sont flagués, donc identifiés comme des business partners ou des partenaires commerciaux à très haut risque de corruption, une formation spécifique, d'accord, tracée, évaluée, etc. Donc, le point il est un peu plus poussé que le 9001, 14000, 45001. Donc, on ne cherche pas uniquement la compétence ou est-ce que la compétence est acquise avec de la formation. On va faire quand même une formation sur mesure, spécifique les risques auxquels les postes sont exposés. Et ça, c'est une particularité aussi, chapitre 7 pour la 37001. Alors, bien sûr, la communication, les formations, la sensibilisation, c'est comme les autres référentiels. Il faut aussi là aussi adapter la formation et surtout la communication, la sensibilisation, le niveau du risque aussi. Donc l'analyse de risque, il drive aussi la construction du système. Alors je vais terminer très rapidement sur la partie maîtrise opérationnelle. Donc la maîtrise opérationnelle, il y a quand même la norme 10 de ce paragraphe.
c'est quand même impressionnant par rapport à la 14001, elle est fait à 8.1, 8.2, ou la 45001, ou même la 9001, elle est fait à 8.1 jusqu'à 8.6, 8.7. La 37001, on a 10 chapitres quand même fait de la partie ADI, parce que c'est clé et c'est quand même un sujet assez critique, assez sensible. Donc d'abord, comme les autres référentiels, il faut définir des critères. Donc, il faut planifier des critères de maîtrise opérationnelle. Deux, les diligences raisonnables. Donc, quand les diligences raisonnables, un nouveau distributeur, on fait une due diligence. Quand on fait l'enquête, on voit la réputation d'Ialo, est-ce qu'il était impliqué dans des cas de corruption, est-ce qu'on essaye, il y a des méthodes, on peut externaliser d'ailleurs la due diligence à quelqu'un d'extérieur, donc il faut qu'on fasse une due diligence. Alors, ce n'est pas uniquement pour les business partners ou là pour les partenaires commerciaux, c'est aussi pour les cadres et pour les collaborateurs qui sont dans les postes qui sont hautement exposés. Vous recrutez par exemple un directeur commercial, fait une entreprise, fait un secteur où la fonction commerciale est très exposée le risque de corruption. Ben, lorsque vous recrutez avec un directeur commercial, vous n'allez pas uniquement voir le CV d'IA, le point à la ligne, vous devez faire une due diligence. Donc, vous devez faire une diligence raisonnable, vous devez enquêter, vous devez utiliser, il y a des moyens, NEST à conformité, ils connaissent le type de moyens qui peuvent être utilisés, en dessous le lait, etc., pour justement prévenir le risque. Et parce qu'on ne peut pas ne pas faire ça, parce que dans le secteur, la fonction est très exposée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, les diligences raisonnables. Alors, les contrôles financiers et non financiers, donc on va voir des exemples tout à l'heure très rapidement, donc je ne vais pas m'étaler sur ça. La mise en place des contrôles par les filiales et par les partenaires commerciaux, donc ça, c'est très important. Donc, il ne suffit pas pour le partenaire commercial, il signe la charte. Ou il a une décharge, pourquoi il a reçu la politique SMAC ou là. Non, il faut mettre en place un plan de contrôle. Par exemple, vous allez employer une entreprise de gardiennage, vous êtes dans une administration, il y a une exposition très importante donc les agents de gardiennage par rapport à la corruption, les usagers, les l'administration. Vous devez, à le partenaire commercial, vous devez mettre en place un plan de contrôle pour prévenir la corruption. Au niveau des agents Diallo, et vous devez le surveiller avec le plan de contrôle, est-ce qu'il est effectivement mis en œuvre, est-ce qu'il est efficace, etc. Les conditions contractuelles, donc ça c'est très important aussi, tout ce qui est clause, donc c'est très important, les autres 37 000 est très spécifique. Les partenaires commerciaux où il y a un risque de corruption moyen ou le supérieur, vous devez avoir dans le contrat une clause de résiliation automatique, c'est-à-dire dès qu'on a un soupçon et on vérifie, et donc on a une preuve, ou un début de preuve qu'il y a un acte de corruption par un agent avec le partenaire commercial ou par un représentant, etc., comme tu dis, on fait le contrat, une clause de résiliation. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de résilier le contrat parce qu'il faut couper. S'il y a un acte de corruption, avec le partenaire commercial, il faut couper. Et des fois, même le même secteur, mais vous êtes au courant, vous avez eu l'information qu'il y a eu un acte de corruption le secteur, un autre opérateur, etc. Ben vous devez en tout cas avoir la latitude de résilier lorsque vous n'avez pas l'assurance raisonnable que le partenaire commercial il gère correctement le risque de corruption. Alors après, vous avez les cadeaux, donc il faut une politique de cadeaux. Aujourd'hui, ceux qui travaillent dans des grandes entreprises, vous savez que ces entreprises-là, et notamment les filiales de grands groupes internationaux, ils envoient à la fin de l'année une politique cadeau à tous les fournisseurs pour leur dire attention, il ne faut pas envoyer de cadeaux à nos salariés, etc., nos collaborateurs. On peut avoir un montant, un plafond pour les cadeaux, par exemple 110 dirhams par client pour donner un cadeau, un petit stylo, un petit agenda, etc. Donc il y a aussi de la pratique de plafonner le cadeau. Il y a aussi l'obligation de comptabiliser les cadeaux qui sont donnés aux clients dans un compte spécifique au niveau de la comptabilité qui va être audité par le commissaire aux comptes. Donc tout ça, c'est inclus dans la politique de gestion de tout ce qui est cadeau. Vous avez aussi la gestion de l'indication des moyens de contrôle. Donc, lorsque vous avez des cas suspects, comment vous les remontez, vous les analysez, etc. au niveau du SMAC. Et donc, lorsque vous voyez que les contrôles ne sont pas suffisamment efficaces pour prévenir, en tout cas pour limiter, prévenir ou limiter les conséquences liées à l'acte de corruption, donc vous devez mettre en place des procédures et mettre en place une approche aussi pour gérer tout le temps où les contrôles d'IAOLCOM sont en phase avec le risque de corruption, parce que n'oubliez pas que l'analyse de risque est de tout le
il peut évoluer dans le temps. Après une année ou un an et demi, ou il y a eu des changements au niveau politique, il y a eu de nouvelles pratiques de corruption, et donc votre évaluation du risque elle est un peu obsolète. Et donc les contrôles que vous avez mis en place basés sur cette analyse de risque, il faut les revoir. Ils ne sont plus adéquats. Donc ça, il faut le prévoir. C'est un peu la gestion des changements qui existe un peu les autres référentiels. Après le signalement, lorsqu'il y a des situations suspectes, etc. Et puis les enquêtes. Donc lorsqu'il y a bien évidemment un signalement, il faut enquêter. Lorsqu'il y a des cas de corruption, il faut enquêter pour ADA en interne. Et bien évidemment, il faut aussi informer les autorités compétentes en fonction des cas, etc. Donc les diligences raisonnables, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir. Donc les diligences raisonnables, c'est très important de définir des procédures de diligence raisonnable, des process d'abord de diligence raisonnable. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les diligences raisonnables, c'est vis-à-vis des tiers, donc que ce soit des partenaires commerciaux, que ce soit des parties prenantes qui peuvent avoir une exposition importante en termes de corruption. Et donc, il faudrait s'assurer que les dispositifs qu'on a mis en place et que aussi on a fait les vérifications nécessaires auprès de ce tiers avant de travailler, etc. Et puis que les contrôles qui sont mis en place permettent de garder le contrôle sur la relation avec le tiers. Donc, c'est ce qu'on appelle les diligences raisonnables. Et des exemples très rapidement pour revenir à la partie maîtrise opérationnelle. Par exemple, vous participez beaucoup à des appels d'offres et aussi des appels d'offres dans un secteur par exemple les appels d'offres qui les appels d'offres, etc. Donc vous êtes dans une activité qui est sensible. Et donc, vous avez, que ce soit tout le cycle de vie de l'appel d'offres, que ce soit la partie l'oulania, donc l'appel d'offres lui-même, que ce soit après la partie contractuelle, la discussion et la négociation des clauses, etc. Donc, vous allez mettre en place un certain nombre on va dire, de procédures, un certain nombre de moyens de contrôle, tout le process de l'appel d'offres. Donc, le déroulement de l'appel d'offres, par la suite, bien sûr, même des fois, l'appel d'offres, est-ce qu'on se positionne avant? Est-ce qu'on va intéresser celui qui lance l'appel d'offres? Est-ce que l'appel d'offres, il va mettre des clauses qui vont défavoriser un concurrent? Malheureusement, lorsque vous êtes sous SMAC, vous devez éviter ce type par exemple, de comportement. Donc, il faut mettre en place des procédures pour éviter de tomber dans ce type de comportement. Après, même lorsqu'on gagne l'appel d'offres, la réalisation d'IA, comme vous le savez, باش تاخذ l'attachement, باش يتسنى l'attachement ديالك, باش la facture تكون approuvée, باش تخلص. Des fois, malheureusement, dans certains secteurs, vous allez être exposé à la corruption pour pouvoir valider le travail, faire signer l'attachement, obtenir le paiement, etc. Donc là, il faut analyser de la situation, il faut mettre en place un certain nombre de vérifications, même la partie préparation de l'appel d'offres, la partie réponse, la partie contractualisation, la partie exécution de le contrat, la partie paiement, la partie recouvrement, faire une analyse des engagements en termes financiers, combien a été facturé, les charges, est-ce que c'est des charges réelles, la rentabilité de l'affaire, etc. Et puis mettre en place des réunions pour le suivi le déroulement des projets qui sont soumis les appels d'offres, qui sont exposés, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a des voyants, on va dire, des indicateurs qui vont vous montrer, qui vont vous permettre de voir est-ce qu'il y a des fois des soucis, il y a des déviations, des débuts de déviation, etc. Et donc vous allez vérifier, vous allez vérifier les timesheets de l'intervention des gens, vous allez vérifier que les services commandés, c'est réellement les services qui sont fournis. Vous savez, on est entre nous, on va le dire. Vous savez que des fois, malheureusement, dans certains secteurs, l'appel d'offres كيدار والخدمه ما كدارش وكيداروا les factures ولا كدار الخدمه pas du tout en phase مع ce qui est demandé dans l'appel d'offres. Après كيداروا les factures, ils sont payés. Celui qui le donneur d'ordre, il est intéressé d'une manière ou une autre. Finalement, on se retrouve malheureusement dans une situation où on est en flagrant délit, on va dire, de corruption. Des fois, malheureusement, sur la pression commerciale, des fois, les équipes ils vont faire ça, certains appels d'offres, le management, il n'est même pas nécessairement au courant, etc. Donc ça, il faut faire attention. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, ce qu'on appelle les délégations de pouvoir. C'est un autre contrôle. Par exemple, si financier, donc financier, donc on met en place des délégations. Donc vous avez toutes les fonctions, directeur général, conseil d'administration, directeur financier, direction des achats, la compliance, l'acheteur, etc. Et on va mettre des niveaux.
des niveaux 5 000 euros, 50 000 dirhams, 500 000 dirhams, 1 million, paiement, les paiements à les fournisseurs, etc. Surtout il y a quand même un fournisseur, donc partenaire commercial avec forte exposition à corruption. On va mettre des niveaux et par exemple avec une matrice comme ça, on va mettre des niveaux 1, 2, 3, 4. Donc 1, c'est comme vous le voyez ici, c'est voilà, approbation par un manager. 2, il faut 2 managers qui signent. 3, il faudrait un des directeurs, membre du COMEX qui va signer. 4, il faudrait carrément une validation le comité de direction, le CODIR. Et des fois, ça peut être une décision, la décision doit être validée par le conseil d'administration dans un PV, carrément. On peut avoir ce cas. Donc, les entreprises, vous avez l'habitude de ce type de système de délégation de pouvoir. Alors, la gestion du flux financier, ça aussi, c'est un contrôle aussi financier. Donc, ici, de la même façon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout ce qui est paiement, d'accord, fournisseur, et tout ce qui est engagement de dépenses, etc. Donc, vous allez mettre en place un système de traçabilité, un système de validation, des systèmes de contrôle, niveau 1, d'autocontrôle, contrôle niveau 1, contrôle niveau 2. Donc, vous allez renforcer le dispositif de contrôle interne par rapport à ça. Et il y a des organisations qui sont très matures par rapport à ces sujets. Je pense notamment, par exemple, aux banques. Donc, vous avez aussi, voilà, vous avez en fait, l'analyse des risques, il va définir tous les contrôles que vous allez mettre en place. Donc, vous allez éviter aussi d'avoir aussi des contournements les règles de délégation de pouvoir. Vous pouvez avoir aussi des situations où on va faire des facturations et des facturations intermédiaires pour échapper à la fiscalité ou là pour payer chez Wahed par quelqu'un d'autre, etc. Donc, tout ce qui est flux financier, il faut l'analyser. Et très souvent, le contrôle de gestion, il fait un travail aussi d'analyse par échantillonnage sur tous ces flux, etc. Et donc, il va examiner les dépenses, les masses salariales, il va examiner les ratios, etc. Donc, tout ce qui est analyse des flux financiers, c'est un très bon moyen aussi de vigilance. Et donc, au-delà des contrôles financiers, ça peut être aussi un moyen de surveillance pour détecter des débuts de corruption. Parce que lorsque, par exemple, il y a un pot de vin qui est payé par le marché, l'argent, il est bien payé par l'entreprise. Donc, le paiement, des fois, quand il y a un fournisseur. Ou quand tu fais un fournisseur qui envoie une facture d'un montant extrêmement important qui est payé, alors que peut-être avec le montant, il représente la moitié du chiffre d'affaires d'Yalo ou le chiffre d'affaires annuel d'Yalo. Donc là, attention, là, c'est voyant rouge, il y a un problème. Donc peut-être que avec le paiement, il sert à autre chose que de payer la prestation dès le fournisseur. D'accord, etc., etc. Vous pouvez avoir aussi des fois un client, on va signer des montants qui sont très très bas par rapport à ce qu'il faut réellement facturer pour une prestation. Donc là aussi, il faut faire attention, c'est un signal. Donc il faut croiser les informations. Lorsqu'on a un bon système d'information, ça peut beaucoup nous aider à analyser. Voilà, donc quelques moyens aussi de contrôle non financier, c'est tout ce qui est séparation des fonctions. Le classique maintenant, la comptabilité, c'est celui qui tient la caisse, c'est pas celui qui la saisit, qui la vérifie. Donc, séparation des tâches. Par exemple, on a toujours un comptable qui s'occupe des fournisseurs, qui s'occupe des clients, etc. Donc, tout ce qui est séparation de fonctions, ça, c'est des éléments qui existent même avant le SMAC. Les procédures, les pouvoirs, on en a parlé tout à l'heure, la traçabilité, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est très important. C'est des moyens qui vous permettent donc de maîtriser. Et voilà, j'ai presque terminé. Donc, après le chapitre 9, ils disent, comme j'ai dit tout à l'heure, lisez la 37001, chapitre 9, le 9.4. Donc, en plus de la revue de direction, vous avez ce qu'on appelle la revue par la fonction de conformité anticorruption. Donc, la revue, qui est deux revues, qui est la revue de direction, mais qui est une revue par la fonction anticorruption qui est indépendante même de la direction, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, avec la fonction anticorruption, il va effectuer, il fait une revue de direction annuelle, la revue de direction. Il peut faire des revues périodiques tout le temps. Donc, il va faire des vérifications, des contrôles. Il va même contrôler les décisions de la direction générale. Il va remporter un comité d'audit ou là qui lorsqu'on parlait des organes de gouvernance. Et donc, il y a le rôle d'IALA vraiment, c'est de revoir comment le SMAC fonctionne et de façon très indépendante, est-ce qu'il est efficace, etc. Donc, c'est une particularité de la 37001, donc la revue par la fonction anticorruption. Et puis le reste, la revue de direction, l'audit interne, la surveillance, mesure, analyse et évaluation, ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, voilà plus ou moins cette belle norme qui n'est pas très compliquée à mettre en place. Je pense que le chapitre 8, c'est là où il faut vraiment
s'appuyer sur de l'expertise en interne. Donc, une entreprise notamment où il y a un département contrôle interne, département des risques, éventuellement la conformité, le compliance officer, il va être d'une grande aide pour vous aider à déployer le SMAC. Il y a beaucoup d'expertise comptable, d'expertise liée à la gouvernance, d'expertise liée les process, les manuels de procédure, etc., sur laquelle s'appuie le SMAC. Il faut aller la chercher. Parce qu'il faut que les contrôles soient finalement efficaces. On n'est pas en train de mettre des procédures, l'ISO 9001, mettre des procédures, alors on va se conformer à la norme. Il faut absolument avoir un dispositif qui va véritablement assurer la maîtrise des risques et prévenir les cas de corruption. سي عبد الرحيم هذا ما كان. الله عليك السي عمر. الله يبارك فيك شكرا. اش بان لك في هذا 37000 راهي aujourd'hui في المغرب دابا راه كاين il y a deux entreprises qui sont certifiées, il y a quand même 4 ou 5 des grandes organisations qui sont en train d'implémenter la 37001. Je sais qu'en termes de certification, ils arrivent difficilement à avoir des réponses favorables des organismes parce que le Maghreb, surtout depuis l'international, le Maghreb il est considéré comme un pays à risque. C'est très difficile de certifier 50001 une entreprise au Maroc. Mais il y a des entreprises qui sont déjà certifiées. Je vais finir par une anecdote. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne communiquent pas sur la certification anticorruption parce que si on est certifié, si on a cherché à se faire certifier 37001, on a la corruption. On va dire la démarche pour la corruption. C'est un faux débat, hein, mais moi j'ai eu cette réflexion chez certains clients. Ouais. Effectivement, c'est bon, ça. En fait, les entreprises qui optent pour la 37000 dans un environnement où dans un pays qui est classé 47. Ouais, 40. 40. Donc, en fait, plus le pays, on va dire l'indice de perception de la corruption, il est faible, plus on va dire les entreprises qui s'engagent dans un système anticorruption, ils ont la tâche beaucoup plus difficile. Ouais. Okay? Donc, félicitations aux entreprises qui ont osé s'engager dans cette démarche. Et l'objectif, comme ça a été également dit par Sir Omar, c'est que l'objectif, c'est de réduire le risque. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une logique d'éliminer le risque. C'est vrai qu'on peut le mettre en tant qu'objectif. Et ça, c'est un engagement qui doit figurer dans la politique anticorruption. Mais c'est sûr qu'on doit être dans une logique smart et qu'il faut aller d'une manière progressive. Oui. Ça veut dire qu'il faut passer les niveaux de maturité, il faut les construire. Hein. Il y a beaucoup on va dire, de travail qu'il faut faire en termes de mindset, en termes d'éducation, en termes d'appropriation de valeurs, en termes d'exemplarité du management, du top management. Donc tout le monde il est impliqué dans ce process et c'est pas on va dire une tâche qui est facile, spécialement si on est dans un environnement qui est très corrompu. Voilà, moi il y a des questions, Abdelrahim. Il y a quelques questions. Je vais te passer les questions à Omar. Alors, je vais commencer par la première question de Sili Safi. Comment un manager corrompu pourrait-il implanter la 37001? Ah oui, il va avoir du mal, c'est-à-dire lorsqu'il va implémenter le système, il doit partir. Il ne pourra pas vivre mal le SMAC de toutes les façons. Il faut qu'il s'auto-corrige. Hein. Il faut corriger, on va dire, il faut qu'il corrige son comportement. Et puis, on a le mien qui a posé la question, bonsoir, comment assurer une veille réglementaire SMAC? Oui, alors la veille réglementaire, le SMAC, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout un dispositif légal et réglementaire, d'abord propre directement la corruption et trafic d'influence, etc. Donc ça, il faut identifier tous les textes, le code pénal déjà au Maroc qui s'applique les cas de corruption. Mais il faut faire attention aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans même les relations commerciales, il y a des réglementations qui s'appliquent les relations commerciales. Le DOC, le derrière des obligations et des contrats, il prévoit un certain nombre de dispositions, même si il concerne plutôt le commercial et la relation commerciale et business,
ولكن quelque part aussi, c'est des exigences qui peuvent aussi aider à limiter aussi l'exposition, le risque de corruption. Donc, en fait, dans le secteur d'activité, si vous travaillez par exemple avec le public, je vous donne juste un exemple. Lorsque vous travaillez avec le public, les entreprises qui jouent à l'appel d'offres, ils signent des engagements de ne pas intéresser chez dans l'ordre d'ordre, de ne pas sous-traiter plus de 50% du travail sans avoir l'autorisation, parce que des fois la sous-traitance, comme j'ai dit tout à l'heure, les tiers à qui on sous-traite peuvent être des véhicules aussi de corruption. Donc il faut identifier des exigences là au moins. Donc la meilleure façon aussi, c'est de s'appuyer sur les juristes et sur les gens responsables de la conformité. Parce qu'il n'y a pas que les textes le code pénal, la répression de la corruption. Donc, c'est des textes qui sont pertinents, mais les cas de la corruption, ça fait, il est avéré. Donc, on va sanctionner la corruption. Maintenant, il y a beaucoup de textes qui permettent de prévenir. Il faut les identifier parce qu'en se conformant avec les textes, on assure déjà une partie de la prévention, les risques de corruption. Donc, il faut s'appuyer, ça dépend du secteur d'activité, et il faut s'appuyer sur un juriste et sur le à la compliance de l'entreprise pour identifier les différents textes qui sont applicables. Alors, il y a deux, je ne sais pas, c'est une question. Sili Safi, il parle du rôle de la culture d'entreprise dans la 37001. Oui, ça c'est évident. Hein. La corruption, c'est une question aussi de valeur. Hein. Il y a des entreprises où malheureusement le top management, il va promouvoir la corruption. C'est-à-dire, من le commercial, il donne pas l'exemple. Il met la pression à les commerciaux pour obtenir le business de coûte que coûte, quel que soit le procédé, quelle que soit la façon, etc. Donc ici, il y a une culture, il y a l'argent facile sur l'entreprise. Ça va être très difficile de mettre un smack. Déjà الناس غتبدا تشرح لهم sensibiliser تدوي لهم على الرشوه وهذا وانت كدير l'inverse. Donc comment tu vas pouvoir assumer ça? Alors, une autre remarque de l'ENEMIA, une autre particularité de la 37001, c'est la revue de la fonction conformité anti-corruption. C'est ce que tu as dit, Omar, par rapport au chapitre 9, on va dire le 9.4 qui traite cette particularité par rapport aux autres référentiels. Sili Safi parle de la 37001 pour l'entreprise et pour un individu. Est-il une méthode ou autre notion? Là, la 37001, c'est un système de management. Je pense que c'est Omar. Sili Safi, je pense la question qu'il pose, la 37001, ok, c'est pour l'entreprise. Est-ce que tu préconises une méthode ou une autre approche pour l'individu? L'individu, d'abord, le système, c'est quoi? Le système, c'est des process, mais aussi c'est des personnes. Ouais. L'analyse des risques, on analyse les postes, ou les postes, c'est des individus qui qualifient les postes. Donc la 37001, il nous propose un cadre beaucoup plus intégré, holistique. Hein, c'est un cadre qui englobe à la fois l'organisation, mais aussi les individus. Très bien. Alors, s'il ça fait encore une autre remarque, le SMAC n'est pas le rôle de l'État. Est-ce que le SMAC n'est pas le rôle de l'État? On transfère au niveau de l'entreprise. Okay. Oui, c'est en fait aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Oui, hein, l'État, c'est un régulateur par rapport à ce processus. Et puis c'est Badr Bouzienne, je pense. C'est Badr. La corruption pourrait faire affaire le long du projet, de la phase appel d'offres à la contractualisation, réalisation et même lors du suivi de projet. Donc, à chaque phase, il faudra mettre en place des procédures, des inspections. Ça devient de plus en plus difficile pour parler de maîtrise. Aujourd'hui, un projet de sa phase prospection jusqu'à ce qu'il soit clôturé, il faut pousser, on va dire, l'analyse de risque par rapport aux différentes phases, les risques de corruption, et mettre en place tout, on va dire, l'arsenal procédural ou autre pour réduire le risque de corruption tout au long de la réalisation du projet, tout au long du cycle de vie du projet. Oui, tout à fait. Parce que ça ne sert à rien de serrer la vis au niveau de l'appel d'offres. On ne نديروش ما يكون ni corruption ni rien du tout. On l'exécution مثلا في الشانtier
tous les maquets, la corruption, etc. Ça n'a aucun sens. Effectivement. Voilà, il faut aller sur tout le cycle. C'est un tout, hein, c'est une approche systémique. Et qui c'est une politique de zéro tolérance. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est d'avoir zéro cas corruption, quelle que soit l'étape du cycle de vie, le projet ou les activités. Alors, Soumia Bahi, bonjour, merci Omar, Brahim, pour ce moment de partage, une thématique pertinente pour les organismes engagés dans une démarche responsable. Merci Soumia. Ciliosfi, à ma connaissance, il y a 2 sociétés déjà qui sont certifiées ISO 37001. Il y a 4. Il y a 4 qui sont certifiés. Il y a 4, 2 qui ont communiqué et d'autres qui n'ont pas communiqué. Là, il y a 5. Il y a 5 certifiés. Il y a 5 certifiés. Juge communicants, ils n'ont pas communiqué. On ne va pas dire les noms, mais il y a 5 déjà certifiés. À ma connaissance, d'abord, il y en a 4 qui sont en cours. Une banque, un grand promoteur immobilier public et un fonds souverain d'investissement. Donc, un fonds d'investissement de l'État. Donc, Adobe Tlata qui sont en cours d'abord, plus une petite entreprise privée, Arba qui sont en cours, plus 5 qui sont certifiés. Donc, on sera une dizaine, peut-être là, d'ici la fin de l'année. Okay. Si Badr, il pose la question, comment peut-on parler de maîtrise des risques relatifs à la corruption si on est dans un système dynamique d'amélioration où on devra toujours faire face aux nouveaux changements au quotidien? Oui, c'est l'autre problème. Oui. Il faut avoir cette veille, il faut surveiller les enjeux, il faut surveiller les modifications, il faut les prendre en considération dans le processus de la dynamique d'amélioration. Alors, s'il y a un exposé pertinent, merci c'est Omar, c'est Miftah, Soumia, Bank of Africa également certifié ISO 37001 et c'est communiqué dans nos reportings. Félicitations, Soumia. Voilà, yes. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la thématique. Je ne sais pas, est-ce que Othman veut également faire, on va dire, rapidement, brièvement, le lien entre l'anticorruption et la 26 000? Est-ce que c'est une thématique qui est traitée au niveau de la 26 000? C'est سميتو كاين سميتو كاين aussi سي كريم حيت في la partie question réponse كاين aussi واحد deux commentaires. Alors c'est Karim Sahmi. Ah, j'ai pas vu le. Alors Sahni, c'est Karim Sahni. C'est Karim Sahni. Alors bonsoir, merci pour cette présentation claire et ce partage assez riche. Comme vous avez dit, il y a des signaux à retenir comme le déséquilibre entre services rendus et montant réglé. Qu'en est-il de la rémunération basse d'un poste exposé au risque rémunération basée sur les standards marchés? Oui. Oui, absolument. En fait, c'est une des causes. Donc, les signaux, les voyons, les gna, chaque fois qu'on va voir effectivement qu'il y a un déséquilibre, soit un poste qui n'est pas très bien rémunéré, un bordereau des prix, ou une équipe de projet, ou une partie du projet qui n'est pas correctement rémunérée. Alors, attention, il y a soupçon. Parce que, attention, on peut soit avoir un cas de corruption où on va facturer plus que ça coûte. On peut avoir le cas de corruption aussi, on facture moins et c'est au détriment de l'entreprise, d'accord? Et ouais. on va servir l'intérêt de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, on a les deux cas. Donc, il faut toujours surveiller les déséquilibres entre les services, etc. Vous savez, il y a même par exemple, la surveillance des postes exposés. Par exemple, comme un directeur achat. Le directeur achat دخل ما كانش عنده الطوموبيل. 12 عام شرى BMW ب 40 مليون. Il faut se poser des questions. Donc, انتم عارفين الصالير ديالو. Donc, هنا la même chose. On surveille, on sait que le revenu ديالو شنو هو وكنديروا une due diligence. كنديروا une diligence raisonnable. Peut-être qu'il est riche par ailleurs. La famille diallo, il est riche. Il a des terrains. Il a هذا. Donc, peut-être ميسر عليه الله. ولكن إلا درنا la diligence raisonnable لقينا بلي il n'a pas de revenu. ومن الصالير ديالو qui est un salaire correct, mais qui n'est pas très élevé pour se payer une villa ou une voiture, il faut faire attention. C'est l'alerte. Donc, il va falloir faire une enquête plus approfondie. Et des fois, c'est comme ça aussi qu'on va détecter aussi des situations potentiellement risquées de corruption. Il y a également des causes qui, d'ailleurs, quand on parle du SMAC, on est en train de parler de deux choses. C'est la prévention de la corruption et la détection de la corruption.
Ouais, Donc, absolument. une mesure qu'il faut mettre en place, c'est notamment identifier quelles sont les sources qui peuvent être, on va dire, éléments qui peuvent causer la corruption. Tel que, on va dire, si vous avez une rémunération qui n'est pas adaptée au Oui, travail qui est effectué. Donc, d'ailleurs, on a parlé de l'équité. L'équité, c'est une valeur qui est très importante au sein de l'entreprise, qui permet d'avoir un personnel qui est motivé, et qui est engagé et qui est beaucoup plus conscient de l'enjeu lié à la corruption. Alors, Abdelmajid Al-Har, ouais, qu'en c'est Abdelmajid Al-Hor, oui, tout à fait. Abdelmajid Invité-rend. Al-Har, voilà, qu'en est-il de la résistance? La résistance au changement, Et la résistance à la corruption aussi. à la corruption. Ah ben, Allah يحسن العوان, hein, dans certains secteurs d'activité, effectivement, moi je connais des entrepreneurs qui ont décidé de finalement de jeter l'éponge parce que ils n'arrivaient pas, tellement de pression, ils n'arrivaient plus à résister. C'est très difficile dans certains secteurs, malheureusement, hein, qui sont très très corrompus. Aujourd'hui, vous avez par exemple le transport. Si vous avez une flotte de transport, je vais te résister. Tu peux pas. On va te en règle. On va te la flotte en règle tout ce que tu veux Oui, très exposé à la corruption. Donc, donc effectivement, il y a des gens qui évitent des secteurs ou là renoncent ou là quittent des secteurs ou là des postes parce que c'est très exposé en termes la de corruption corruption. passive ou active, c'est Omar. Oui, oui, les deux. Et n'oubliez pas aussi la pression des fois, hein, la pression de l'entreprise aussi, la pression commerciale, les ventes par exemple. Il y a la pression des objectifs des fois, là, ça crée aussi des situations où les gens vont être poussés à la corruption. Donc, il y a Anas Skouri qui pose aussi une question. C'est Anas. C'est Anas, bonjour. Dans quelle mesure une démarche SMAC basée sur la 37001 pourrait être déployée dans le secteur public au niveau des territoires, hein, collectivités territoriales, vu la multitude des acteurs territoriaux et la divergence parfois des politiques publiques? Salutations. Ah ben c'est un sujet très, 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 c'est une question très, Ouais. très pertinente, c'est un sujet très important. Je ne sais pas si vous suivez avec le Warsh ديال الجهوية الموسعة. Le ministère de l'Intérieur il a finalisé les lois, l'audit interne les régions et ils sont en train de déployer le dispositif d'audit interne. Là où parce qu'en fait l'État il est en train de préparer le transfert des gros budgets et les transferts de prérogatives les régions. Et le ministère de l'Intérieur, déjà aujourd'hui, il y a de la corruption dans certaines régions. Maintenant, il y a des moyens beaucoup plus importants, des budgets beaucoup plus importants, à l'exposition à Z. Et donc, ils ont mis en place un dispositif de l'audit. Ce n'est pas évident, hein, parce que l'entreprise, le SMAC, on est habitué les démarches de progrès ou les systèmes, mais fait une collectivité ou la territoriale, un établissement public, ça va. Tout à l'heure, comme l'organisme, je peux citer le nom, c'est l'Omran. L'Omran, il a lancé une démarche chez 37001, par exemple. Établissement public, ça va, parce qu'il est géré par une entreprise. ولكن une collectivité territoriale جامعه ولا مجلس اقليمي ولا مجلس الجهه ولا c'est pas évident, hein. Donc c'est effectivement des mécanismes institutionnels. Donc il y a la Cour des comptes, l'instance l'INPLC il doit aussi intervenir. Et puis voilà, donc il faut mettre aussi l'audit interne, l'inspection territoriale. Donc la Wizard Dakhili a aussi l'inspection territoriale qui inspecte les collectivités. Donc l'IGF TAIA. Donc il y a beaucoup de mécanismes. Maintenant, il faut améliorer la gouvernance de les mécanismes et il faut aussi peut-être mettre en place une démarche concertée. Hein, un peu un SMAC institutionnel, un SMAC au niveau des collectivités, etc., pour les aider. Bien. Cilia Safi, bravo, toutes mes félicitations. Merci Cilia Safi pour ta présence. Alors, c'est Mahir, est-ce qu'une loi obligeant les entreprises à implémenter la 37001 serait, selon vous, une bonne idée? Ouais. Ouais, c'est volontaire. Hein, les démarches de progrès, les démarches ISO, comme vous savez, c'est des démarches volontaires. Hein, on ne peut pas obliger les gens à le faire. ولكن ce qui serait bien de faire c'est نديروا بحال فرنسا. فرنسا شنو داروا؟ نسيت ما دويت على هذا السوجي قبيله باسكو حنا في المغرب جو فولي با بارلي دو لا فرانس بزاف مي فرنسا كاين سكون ابل لا لوا سابان 1 لا لوا سابان 2. Donc الدوله شنو دارت؟ pour les entreprises الكبار qui ont un pouvoir ou qui sont très exposés en matière de corruption notamment à l'international et dans certains secteurs الدوله شنو دارت؟ دارت une loi qui exige un minimum ديال
à mettre en place des entreprises par la loi. Hein. Donc, ce n'est plus du volontaire, c'est obligatoire. وعطات l'AFA, عطات l'agence française anticorruption, عطاتها la latitude باش تبقى متبعه هذوك les entreprises. بحال جو فو دون دي نون بحال توتال بحال فيوليا بحال كتبعهم وملي كيبانوا لنا دي زانديس كي قلت لكم قبيله كتمشي كدير اون انكيت كدير اون بيركيزيسيون كتمشي تفيريفي شنو واقع اكسيتيرا. دونك effectivement on peut y arriver au Maroc si on veut vraiment نديرو التخليق ديال الحياه العامه. À un moment donné, il faut renforcer le corpus légal réglementaire et obliger les entreprises à avoir un minimum, à avoir un responsable conformité anticorruption, à mettre en place des organes, à renforcer certains aspects de gouvernance, à mettre en place certaines procédures de diligence obligatoires, etc., dans le cadre du devoir de vigilance, etc. On peut le faire. On ne peut pas aller jusqu'à exiger carrément la mise en place de SMAC, selon la norme. Ok, alors, merci beaucoup, une femme moi pour la qualité de la présentation. Et merci à Ahlam, Hababik, c'est toujours la bienvenue. Alors c'est Nawar. Bonsoir, Madame Nawar. Madame Nawar. Parce que j'arrive pas à voir le nom. Alors, Nawar. Madame Nawar, alors bonsoir et merci pour ce partage intéressant, la mise en place du SMAC et de la responsabilité de quelle entité si l'organisme ne dispose pas de compliance manager. Oui, c'est une très bonne question. Alors, en fait, ce qui se fait généralement, je connais au moins 2 entreprises au Maghreb, c'est que s'il n'y a pas encore de compliance manager, c'est la direction de l'audit ou la direction des risques qui est qui بهذا الموضوع هذا. علاش؟ Parce que tout ce qui est contrôle financier et contrôle non financier, on est plutôt le dispositif de contrôle interne. Et donc, c'est la direction de contrôle interne ou la direction de l'audit ou la direction des risques, et donc il va désigner quelqu'un au sein de cette direction qui va s'occuper du projet. Voilà, une fois le projet il est mis en place, il est certifié, ou là en tout cas il est mis en place, il tourne, il va falloir nommer une fonction qui est indépendante de la direction de l'audit. Et la fonction anticorruption, conformité anticorruption, il faut vraiment qu'ils soient indépendants de toutes les fonctions qui sont exposées. C'est vrai que la fonction audit interne ou la contrôle interne ou la fonction risque est très souvent elle-même indépendante, hein, même les autres fonctions de l'entreprise, mais ça te indépendante. Mais moi, je pense que le fait que ça soit assuré par la direction de l'audit ou là du contrôle, c'est bien, c'est largement suffisant. Parce qu'on m'a déjà fait, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils gèrent le dispositif de contrôle interne. Et donc, ils ont une certaine indépendance par rapport aux fonctions exploitation, les fonctions commerciales, les fonctions support. Aziz, bonsoir, merci pour cette série de webinaires intéressants. Je suis étudiant en PHSE. Est-ce que le webinaire sont enregistrés? Oui, et on les partage. Donc, vous allez le retrouver sur LinkedIn, sur YouTube également. Sur YouTube, oui. Sur YouTube, vous allez trouver la totalité du webinaire. Très bien. Alors, et les slides, on va voir Asma pour vous envoyer les gens qui se sont inscrits, qui ont participé, de vous envoyer les slides. Il n'y a aucun problème. Okay. Alors, le mien, effectivement, la loi Sapin 2 est extra-territoriale. Il se décline pour les filiales, pour les groupes français. Ouais. C'est le mien. Alors, c'est ça. J'ai appris des choses ce soir. Merci. À votre avis, il faut combien d'années pour éradiquer significativement la corruption? Il faut des années. Moi, je pense qu'il faut de la volonté politique. Il faut de la volonté politique. C'est aussi simple que ça. La loi doit évoluer, les mécanismes de contrôle doivent être renforcés, et puis la répression. La répression en cas d'infraction, c'est comme ça que ça marche. Les pays qui ont travaillé sur ces sujets, prenez l'exemple de Singapour. Singapour, il est 3e mondial aujourd'hui. C'est le 3e meilleur pays ou le 4e meilleur pays en termes de lutte contre la corruption. Parce qu'il y a la volonté politique. C'est que ما كاينش العصا اللي ما دخلش الطريق تنزلوا عليه. C'est pas un pays qui était démocrate في الاول ولا c'est un pays qui était c'est un pays كان بحالنا mais quand une volonté politique et donc du coup voilà, ils ont bien avancé. Moi je pense volonté politique, après il faut travailler sur l'éducation. C'est la corruption في المغرب, c'est aussi l'éducation, c'est aussi la culture, il faut travailler sur ça. Très important. Alors, cette semaine, on va lui donner
واحد 2 3 minutes سي عثمان pour nous parler. باقي معنا عثمان ما بانش ليا في عثمان il est toujours là. يلا عثمان انت جينيراسيون فيتور انت دابا لي جون ديال دابا اش بان لك في هذا الشيء كامل l'anti corruption le 26 000. Absolument. Donc, merci beaucoup, c'est Omar, pour cette présentation qui était assez exhaustive hein, et assez, je dirais, une présentation brillante qui a pu couvrir l'ensemble, je dirais, tout le volet normatif relatif à la norme ISO 37001. Donc, par rapport, juste, c'est Abdrahim, par rapport en fait je dirais, au point d'intersection entre la norme ISO 37001 et la norme ISO 26000. Donc, je rappelle que la norme ISO 26000, en fait, il s'organise sous forme de 7 questions centrales et ces 7 questions centrales, ils sont déclinées sur 35 domaines d'action. Donc, au niveau de la question centrale numéro 5, la loyauté des pratiques, on trouve au niveau du premier domaine d'action, justement au niveau de cette question centrale, la lutte contre la corruption. Donc, ceci dit, en fait, que la norme ISO 26000, en fait, déjà, il définit en fait la corruption et en fait, il définit un peu le cadre sur lequel il faut que l'entreprise, vraiment, qui souhaite mettre en place ou bien qui souhaite concrétiser, je dirais, les exigences relatives à cette question centrale de loyauté des pratiques, un ensemble, en fait, je dirais, de checks à faire pour que vous puissiez mettre en place un système de management anticorruption. Je vais dire que c'est un petit système de management anticorruption qui est décliné sur ce domaine d'action. Par exemple, dans un premier temps, donc l'entreprise elle doit définir les moyens dont l'organisation dispose déjà pour identifier des objets de corruption. Donc ça, c'est une première question que l'entreprise doit se poser pour mettre en place ou bien pour répondre à ce premier domaine d'action de la lutte contre la corruption dans le cadre de la question centrale numéro 5 de l'ISO 26000. Par la suite, donc, deuxième question à laquelle l'entreprise peut s'efforcer de répondre, c'est quels sont en fait les liens que mon organisation ou bien que l'organisation entretient-elle avec les acteurs politiques du territoire. Parce que, en fait, la question de la corruption, comme disait Omar, en fait, c'est une question qui dépend fortement de l'environnement externe. De l'environnement externe avant l'environnement interne. Mais donc, déjà, en fait, l'entreprise, il doit penser à mettre en place le système, je dirais, de lutte contre la corruption pour pallier déjà aux problématiques en interne. Et par la suite, il faut que ce système de management d'anticorruption, le SMAC, il soit capable de couvrir même les risques auxquels l'entreprise est exposée vis-à-vis de son environnement externe. Donc, troisième question, c'est en fait, il doit repérer les avantages nature des commerciaux de l'organisation et vis-à-vis des autres organisations. Et finalement, quatrième question que l'entreprise il peut s'efforcer en fait de poser au niveau dans le cadre de ce domaine d'action, c'est la définition des salaires, c'est-à-dire comment aujourd'hui mes salaires ils sont définis. Donc, je peux donner en fait 4 pistes d'action. D'ailleurs, quelques-uns ils ont été développés au niveau de la présentation de Seroma. Première piste d'action, par exemple dans le cadre de l'ISO 26000, c'est d'établir une charte, bien une politique des pratiques internes pour limiter les risques de corruption. Donc, deuxième piste d'action, mettre en œuvre une rétribution juste et adaptée pour éviter les risques de corruption. Après, je peux donner encore un troisième, je dirais une troisième action, c'est en fait le fait de refuser les cadeaux promotionnels des autres organisations en vue d'obtenir un marché, par exemple. Et finalement, donc, il faut inciter les salariés à rendre compte des violations de la réglementation en termes de corruption, sans que ces derniers, naturellement, souffrent. C'est-à-dire, il faut en fait l'anonymat et il faut la sensibilisation. Donc, exemple, je peux donner en fait 2 exemples de bonnes pratiques pour décliner en fait ce domaine d'action de lutte contre la corruption. Par exemple, la mise en œuvre d'une démarche d'intégrité à travers le développement en fait d'un programme de conformité anticorruption et sa mise en œuvre. Donc, après, on peut ajouter à cela en fait les rassemblements, les responsables des branches opérationnelles
pour compléter les règles, procédures et outils nécessaires au bon fonctionnement, je dirais, de ce programme. Donc, deuxième exemple, en fait, ou bien, je dirais, bonne pratique pour mettre en place ce domaine d'action de la norme ISO 26000, c'est la sensibilisation. Donc, dans ce sens, l'entreprise, il pourra consacrer carrément un portail à la prévention de la corruption et le mettre en place afin d'offrir une formation utile aux collaborateurs sur le code de conduite, ainsi en fait qu'un ensemble, je dirais, de rappels des outils pour l'application des principes. Donc, on peut retrouver également dans quelques entreprises des guides pratiques de l'intégrité qui traitent en fait le code de conduite, qui va servir de référence et va apporter un ensemble de conseils aux collaborateurs du groupe pour une meilleure gestion des risques. Donc, ce que je peux dire en fait par rapport à l'ISO 26000 et l'ISO 37001, donc l'ISO 26000, il traite cette problématique ou bien je dirais cette question de lutte contre la corruption au niveau de la question centrale numéro 5 relatif à la loyauté des pratiques et au niveau de son premier domaine d'action qui est la lutte contre la corruption, mais d'une manière, je dirais, je ne vais pas dire d'une manière très superficielle, mais d'une manière qui n'est pas assez approfondie, comme ça a été développé ou bien comme ça a été, je dirais, bien précisé au niveau de la norme ISO 37001. Donc voilà, c'est Abdrahim un peu comment en fait l'ISO 26000 il se croise avec l'ISO 37001 au niveau, je dirais, de cette problématique qui est relative à la mise en place d'un système de management anticorruption. Merci, Sethman. Je pense, merci à tous les participants. C'est Omar, si tu veux dire un dernier mot, comme ça, avant de clôturer la séance. Là, merci aux participants, effectivement, merci aux interactions. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de vulgariser les notions ADO et encourager aussi les responsables des entreprises d'adopter les bonnes pratiques de management. Donc, moi, j'étais très ravi de partager avec vous des moments ADO. Et rendez-vous, Inch'Allah, pour la dernière d'achat de Ramadan ça sera mardi prochain. Il sera relatif à la gestion des risques selon les autres 31 000. Juste avant l'Eid. L'Eid apparemment le Khamis. Wallahu a'lam. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci. Allah yamsikum ala khair. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Allez, merci. Ça va.